Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous questionnerons autour d'un stablecoin européen, notamment donc stablecoin euro face à la concurrence de stablecoin euro américain, mis en place notamment par l'entreprise Circle. Nous nous demanderons si l'Europe est à la traîne et c'est une question que nous poserons dans un instant à Pablo Vera, le cofondateur d'Angle. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au crédit immobilier et notamment au taux d'usure dont vous avez sûrement entendu parler si vous suivez l'actualité du crédit immobilier. Nous nous demanderons si la hausse du crédit immobilier arrivée le 1er octobre dernier donne un petit peu d'oxygène aux courtiers. Une question que nous poserons à Maël Bernier, porte-parole de Meerto.com, et Pierre Chapon, cofondateur de Preto. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous voilà partis pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-actifs, aux crypto-monnaies de Smart Patrimoine. Et ensemble, nous allons nous demander si l'Europe est à la traîne en matière de stablecoin euro. Une question que nous allons poser tout de suite à Pablo Vera, cofondateur d'Angle. Bonjour Pablo Vera. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, un petit peu de définition avant de commencer. Angle est une entreprise crypto qui propose ou qui développe un stablecoin euro décentralisé, c'est bien ça? Exactement, ça fait beaucoup de termes compliqués. Oui, c'est ça. Mais déjà, on peut peut-être commencer par ce qu'est la base, un stablecoin. Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui est construite afin de garder une valeur qui est stable. D'accord. Donc, on peut avoir un stablecoin dollar qui cherche à maintenir une valeur de 1 $, un stablecoin euro qui cherche à garder une valeur de 1 €, mais on peut imaginer des stablecoins sur tout et n'importe quoi, un stable température à Paris. D'accord. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, la majorité des stablecoins développés sont des stablecoins dollars et qu'il existe un stablecoin euro, mais qui est développé par Circle, une entreprise américaine. C'est bien ça? Exactement. Donc, qui est le plus connu ou le plus répandu, c'est ça? C'est pas exactement le plus gros stablecoin euro, mais il fait partie des plus gros. D'accord. La taille du marché du stablecoin dollar, on parle d'un marché de 140 milliards à peu près de dollars. D'accord. La taille du marché du stablecoin euro, c'est 500 millions. Donc, d'accord. Je vais dire que Circle, c'est le borgne parmi les aveugles. En fait, on est tous petits, les constructeurs de stablecoin euro. Mais il y a des perspectives de croissance énormes vu ce que ça peut représenter pour l'économie, vu la façon avec laquelle ça peut simplifier le monde financier actuel. Alors, on va revenir sur le terme décentralisé, mais juste avant, je termine sur Circle et son stablecoin euro, qui est celui qui est le plus mentionné. Moi, je lis souvent il y a un certain émoi de la communauté crypto française de voir qu'une entreprise comme Circle, qui a un stablecoin dollar, a développé un stablecoin euro plus rapidement, ou en tout cas qui a l'air d'être quand même plus identifié plus rapidement que des innovations ou des projets européens. Ils sont plus identifiés parce qu'ils bénéficient de la marque Circle, qui est un grand nom de la crypto-monnaie, qui a réussi à construire le stablecoin dollar le plus respecté, celui qui arrive le mieux à respecter toutes les règles, les contraintes réglementaires aux États-Unis. Et donc le fait qu'ils viennent sur l'euro, ça a eu un gros effet d'annonce. Il se trouve qu'aujourd'hui, ils ne sont pas forcément plus gros que l'AG Euro, qui est le stablecoin décentralisé qu'on développe le vôtre, ouais, c'est avec ça. Angle. Mais nous n'avons pas la réputation qu'eux ont réussi à avoir. Et de fait, ils bénéficient d'une confiance aux yeux du public un peu plus élevé. Donc vous êtes clairement dans la compétition au stablecoin euro le plus influent, c'est ça? Alors, on peut peut-être venir après à la définition de ce que c'est qu'un stablecoin décentralisé. D'accord. Et en fait, c'est pas vraiment une compétition, c'est une coopétition. D'accord. On coopère, mais en même temps, il y a un peu de compétition. Donc, un stablecoin, comment on fait un stablecoin? On le fait en ayant des réserves derrière. Donc, soit nos réserves, c'est de l'argent dans un compte en banque, c'est le modèle Circle. D'accord. Soit nos réserves, c'est des crypto-monnaies dans ce qu'on appelle des smart contracts, des contrats intelligents qui sont totalement transparents, auditables, et ça, c'est le cas de Angle. Il y a derrière l'AG Euro, c'est un panier de crypto-monnaies. Il y a toujours plus de crypto-monnaies en réserve derrière l'AG Euro que d'AG Euro en circulation. D'accord. Donc en ce moment, l'AG Euro, c'est 40 millions d'AG Euro en circulation, et il y a à peu près 75 millions de crypto-monnaies qui sont derrière tout ça. Donc 75 millions d'équivalents euros, c'est ça, sauf en crypto-monnaie? Exactement. D'accord. Enfin,
une certaine somme de crypto-monnaie qui correspond à 75 millions d'euros, c'est ça? Exactement. D'accord, je comprends. Ouais. Et donc, la façon de créer ces stablecoins sont différentes. Pour créer un stablecoin de Circle, un EURC, il faut leur donner 1 euro, ils vous donnent 1 EURC. D'accord. Nous, c'est un peu plus compliqué pour garantir le fait qu'on ait toujours plus de réserves derrière. Ce qui fait que souvent, pour accéder à la GERO, il est bien facile de passer par l'EURC. Mais la différence, et là où nous, on apporte vraiment de la valeur, c'est qu'on est capable de construire autour de la GERO tout un écosystème financier qui n'est pas possible de construire, que Circle ne pourra pas construire autour de l'EURC. Et pourquoi ça? En partie à cause des contraintes réglementaires, parce que eux, leur métier, c'est d'avoir des réserves auditables et de maintenir cette convertibilité par rapport à l'euro. Nous, notre métier, c'est de coder des smart contracts, de coder des solutions de finance décentralisées, et on peut les coder autour de la GERO. Donc, je vais parler un peu de façon un peu plus concrète. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de la GERO? La GERO, il est possible de l'emprunter. Et qui dit l'emprunter, c'est-à-dire qu'il est possible de prendre du levier autour de la GERO. C'est-à-dire que je peux faire du crédit. De faire du crédit en GERO. Et ça, Circle, ils peuvent compter sur d'autres gens pour le créer sur l'EURC, mais ça sera plus cher et pas aussi efficace que si c'est les concepteurs eux-mêmes du stablecoin qui arrivent à le faire. Et alors pour la GERO, si on peut faire du crédit, qui prête? Le protocole prête. Donc nous, on est capable de créer des AGERO que des gens peuvent emprunter. Et en cas de défaut, il y a des mécanismes qui garantissent que le protocole n'a pas perdu d'argent en se faisant payer. Et comme le protocole est moins gourmand que les gens qui prêtent, il est possible d'emprunter des euros en crypto, donc des AGERO à 0,5% par an, par exemple. Une question quand même, donc je reviens sur la définition de base, on parle de stablecoin euro décentralisé. Pourquoi on appelle ça un stablecoin? C'est parce que l'idée, c'est que le cours de ce token ou de ce crypto-actif suive le cours de l'euro, c'est ça? Exactement. Alors quand on a 1 euro en compte en banque pour un EURC par exemple, ou en tout cas un stablecoin euro proposé, c'est assez simple de comprendre le mécanisme. Quand on a des cryptos en compte en banque ou en wallet, pour le coup, comment on fait? Donc il y a ce qu'on appelle des mécanismes d'arbitrage qui permettent à des gens de prendre un profit dès que le cours de l'AGERO dévie par rapport à 1 euro. Et donc ça, c'est des mécanismes qui sont codés, qui sont transparents, que tout le monde peut vérifier par eux-mêmes. C'est des mécanismes que nous, on a fait auditer. Et donc tout le monde est capable de suivre les agents qui ramènent le prix de l'AGERO à 1 euro. Et la contrepartie, pour revenir sur la définition d'un stablecoin, quand l'euro perd 15% dans l'année par rapport au dollar, l'AGERO perd aussi, lui, 15% par rapport au dollar. Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. D'accord. Oui, par rapport au dollar. Donc en fait, quelque part, comme on est sur le Forex où on peut jouer le dollar par rapport à l'euro, on peut jouer le stablecoin dollar par rapport au stablecoin euro. C'est ça, il y aura le même mécanisme normalement. Il y a des gens qui ont gagné des millions de dollars chez nous, sur Angle, en prenant du levier, en pariant la hausse sur les stablecoins dollars et en pariant la baisse sur les stablecoins euros avec des leviers jusqu'à x100 par exemple. D'accord. Bon, il y en a qui ont perdu aussi également. J'aime bien quand même, quand on parle de ceux qui gagnent, j'aime bien parler de ceux qui perdent, de ceux qui du risque. On s'est lancé, depuis qu'on s'est lancé, globalement l'euro a plutôt baissé par rapport au dollar. Donc la tendance est à ce que beaucoup de gens aient gagné, mais si demain le dollar venait à baisser, ces gens perdraient par rapport à l'euro. Alors ça fait une transition toute trouvée pour mentionner quand même que vous n'êtes pas PSAN, vous n'avez pas demandé l'enregistrement PSAN auprès de l'AMF, donc vous proposez une solution entre guillemets qui n'est pas vérifiée, ou en tout cas vous n'avez pas montré patte blanche à l'AMF pour proposer cette solution d'investissement. Pourquoi ce choix? Parce qu'on est décentralisé. D'accord. Donc nous, en fait, Angle Labs, exactement, est une société qui contribue au développement d'un protocole qui, lui, est régi de façon complètement autonome par ce qu'on appelle une DAO, une Decentralized Autonomous Organization en anglais, régie par des token holders qui sont des actionnaires. Donc en fait, il n'y a pas d'existence juridique en soi pour le protocole Angle et encore moins pour la GERO. Et donc, nous sommes pour montrer patte blanche, et nous, notre but, c'est de montrer qu'on est un instrument au service de la politique monétaire et économique de la Banque centrale, c'est-à-dire quand il y a de l'inflation sur l'euro et que l'euro perd de la valeur, l'AGERO perd lui aussi de la valeur. Donc on est au service de l'État, mais notre structure juridique et la façon avec laquelle le stablecoin est créé fait que nous ne pouvons pas, à ce stade, avoir de licence AMF. Et aussi, nous attendons un peu plus de clarté au niveau de la régulation, au niveau de la réglementation européenne qui s'appelle MiCA, qui va être mise en place. Oui. On attend un peu plus de clarté pour savoir, nous, comment on va se positionner, mais je pense qu'on va aller dans le sens de beaucoup de compliance, c'est-à-dire faire en sorte d'être dans le droit chemin, que n'importe qui puisse interagir avec la GERO, parce que nous voulons être les champions européens
Européens, nous voulons être les champions mondiaux en termes du stablecoin euro et cela implique de respecter la loi. De respecter les différentes réglementations. Donc je rappelle que l'investissement en crypto-monnaie, en crypto-actifs, en stablecoin, mais aussi d'ailleurs en forex que j'ai mentionné tout à l'heure, sont des investissements risqués, oui. De manière générale. C'est le principe même de l'investissement et encore plus de ce type d'investissement dans certains contextes. On a parlé de stablecoin décentralisé. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent qu'il y a également un autre terme qui s'appelle le stablecoin algorithmique. Ça n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est une sous-catégorie des stablecoins décentralisés. Vous avez les stablecoins décentralisés et là-dedans, vous avez les brebis galeuses que sont les stablecoins algorithmiques. D'accord. Ce sont des stablecoins où il y a des crypto-monnaies derrière. Mais ces crypto-monnaies, ce sont des crypto-monnaies super volatiles dont le prix dépend elle-même de la santé du stablecoin. Donc il y a des effets de réflexion, c'est ce qui s'est passé notamment avec l'UST, qui est un stablecoin dollar qui a explosé en plein vol. Il y a 40 milliards de capitalisation qui a disparu du jour au lendemain. Et c'est parce que c'était un stablecoin algorithmique qui n'est pas viable. Ça repose sur des mécanismes un peu de Ponzi. Ceux qui nous écoutent, c'est également ce qu'on a entendu sous le nom de Terra Luna. Exactement. D'accord, oui, c'est ça. Donc ça, c'était un stablecoin algorithmique. Et alors, quelle différence entre un stablecoin, mais stablecoin décentralisé et une monnaie numérique de banque centrale qui serait développée, mettons, par la Banque centrale européenne, par exemple? Je pense que c'est l'effet multiplicateur qu'a la Banque centrale. La Banque centrale, qu'ont les banques. Les banques, elles ont 0,2 en réserve, elles peuvent émettre 1. Nous, on a besoin d'avoir 1 en réserve pour émettre 1. Même plus de 1. Il nous faut 1,5 pour émettre 1. Et donc, une monnaie de banque centrale, c'est beaucoup plus puissant qu'un stablecoin euro. Ça permet de grossir beaucoup plus vite. Le problème, c'est la résistance aux effets qu'on appelle de bank run. Si les gens ne font plus confiance à la monnaie, eh bien, les banques ne sont plus capables d'honorer toutes les demandes à retirer cet argent, alors qu'avec des mécanismes comme ceux des stablecoins décentralisés, eh bien nous sommes toujours capables de faire face au bank run. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que à la fin, il n'y a aucun contrôle pour émettre, nous, de notre côté, la Géo. Il n'y a aucun KYC. Bien sûr, n'importe qui peut y accéder. C'est complètement transparent. Donc, quelqu'un qui voudrait blanchir de l'argent en Agero, on serait capable de le tracer. Mais il n'y a pas de contrôle, donc pas de censurabilité. Alors qu'avec une monnaie de banque centrale, moi, je veux dépenser mes 1 000 €, mais si demain, la banque ou la banque centrale me dit « Non, tu ne peux pas dépenser 1 000 €, je ne pourrai pas dépenser 1 000 € et je n'aurai pas la pleine propriété de mon argent. » Et donc, est-ce que c'est vraiment une crypto-monnaie, la monnaie numérique de la banque centrale? Je ne suis pas sûr. Mais donc vous êtes au service du politique, comme vous le disiez tout à l'heure, mais vous êtes quand même plutôt convaincu qu'il faut passer par un stablecoin décentralisé. Non, je pense que la monnaie de la banque centrale est quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas en termes de standard, que le standard de l'argent qu'on a actuellement, de l'argent en banque, avec que des banques qui fonctionnent en vase clos, qui ne peuvent pas communiquer les unes avec les autres. Avec de l'argent de banque centrale, on a un seul standard que tout le monde peut utiliser. Donc, il n'y aurait plus besoin d'applications comme Lydia, Pumpkin, Revolut. Mon argent Lydia que je ne peux pas dépenser sur Pumpkin ou sur Revolut, ça serait le même standard et ça crée un monde financier beaucoup plus ouvert. Et c'est ça qu'on essaye de défendre avec Angle, en plus de la Géo. Merci beaucoup Pablo Vera d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous l'avez dit, vous voulez devenir le champion européen du stablecoin euro décentralisé, pour le coup. Et je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Angle. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine. Si vous avez un projet immobilier ou si vous vous intéressez de près ou de loin au crédit immobilier, le sujet du taux d'usure ne vous aura pas échappé. Un taux d'usure considéré comme trop bas par un certain nombre de courtiers en crédit immobilier pour faire passer des dossiers dans un contexte où les taux de crédit immobilier augmentent au niveau des banques. Ce taux d'usure a été revu à la hausse au 1er octobre 2022. On est à présent à 3,05% pour les crédits de 20 ans et plus. Est-ce que cela suffit à libérer la pression qui pouvait peser sur les dossiers ou en tout cas sur les courtiers? Une question que nous avons voulu poser à Maëlle Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com. Bonjour Maëlle Bernier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Une question que nous avons voulu poser également à Pierre Chapon, cofondateur de Préto. Bonjour Pierre Chapon. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Maëlle Bernier, première question, 3,05, ça y est, c'est la libération? Oui, alors c'est effectivement, on va quand même pas bouder notre plaisir, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on est à 2,57. Il y a une petite bouffée d'oxygène. Je pense que la fenêtre de tir est quand même assez restreinte, parce que c'est un taux qui aurait été parfait cet été, en fait. C'est-à-dire, il correspond parfaitement au taux qu'on a constaté cet été. Le problème, c'est qu'en parallèle, le monde ne s'est pas arrêté et que les taux des banques
qu'on reçoit là, tous, là, depuis le début octobre, fin septembre, sont à nouveau en hausse. D'accord. Et donc, vous voyez, il y a une marge, et ce truc-là, ce taux d'usure, il est valable jusqu'à fin décembre. Est-ce que les taux qu'on connaît aujourd'hui vont rester stables pendant 3 mois ? On a quelques doutes. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un petit peu, on va dire, voilà, un créneau, là, il y a 3 semaines. Maintenant, il y a 3 semaines, pas plus. Il faut se dépêcher, parce que, encore une fois, tous nos barèmes reçus sont en hausse de 0,20, 0,40. Donc, on a des moyennes autour de 2, de 25 sur 20, 25 ans. Donc ça passe par rapport aux 3,05. Oui, ça passe, mais sauf que le problème, c'est qu'on a des banques qui ont carrément fermé, qui disent, moi, je prête à 2,60, donc autant dire qu'elles ne prêtent pas. Et l'offre, du coup, est assez limitée. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il ne faut pas non plus, on ne va pas se réjouir pour 3 mois, quoi. Pierre Chapon, donc c'est une respiration, mais pas une libération. Tout à fait. Alors déjà, il faut préciser que c'est l'application mécanique de bien la sûr, formule. oui, bien sûr. Donc il n'y a pas une nouveauté finalement particulière. On s'attendait à ce que ce soit au-dessus de 3%, c'est au-dessus de 3%, Voilà. 3,05. Ouais. Et la bouffée d'oxygène, finalement, c'est un peu en trompe-l'œil. Une bonne partie des dossiers qui sont libérés, c'est des dossiers qui étaient pas mal en attente sur la fin du trimestre précédent, et donc ils passent, c'est un peu la porte du métro qui se ferme juste derrière eux. Donc en fait, on attendait avant de les envoyer, et maintenant on les envoie, et du coup, ça peut passer. Ça peut passer. Donc c'est une bonne nouvelle pour ces emprunteurs-là, mais c'est des gens qui avaient initié leur projet il y a déjà un petit moment. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe pour les gens qui initient des projets maintenant, ou dans 2 semaines, ou dans 3 semaines, qui devraient concrétiser à la fin du trimestre. Et là, tout porte à croire que ça va devenir compliqué de nouveau à peu près de la même manière qu'au trimestre d'avant. Ça va recoincer parce qu'on aura des nouvelles hausses de taux et qu'on va se retrouver face à un blocage du taux d'usure ? Oui, c'est très probable. Les indicateurs macroéconomiques, la tendance de l'inflation, les taux d'emprunt d'État, ils ont continué de monter. Bien sûr. Les taux d'emprunt d'État français qui font référence pour le crédit immobilier, ils sont aujourd'hui à 2,4. Il y a encore quelques jours, c'était 2,7. Donc on voit bien que là, le prix naturel du crédit immobilier, c'est pas les 2,25 qu'on a actuellement. Tout n'est pas encore passé dans les prix. Et donc oui, naturellement, ça va recoincer plus tard. Et donc il faut remettre sur la table le sujet de la formule de calcul. Oui, parce que Maëlle Bernier, le problème, c'est cet effet retard. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous dis. Mais c'est systématique, c'est le principe du calcul. C'est le principe du calcul. C'est pour ça qu'on dit effectivement qu'il faut revoir ça. Nous, on a les taux des banques à l'instant T. Là, on est capable de dire aujourd'hui, début octobre, les taux, c'est ça. On va être capable de dire le 25 octobre, les taux, c'est ça. La Banque de France, elle dit pas les taux le 25 octobre, c'est ça. Elle va regarder les taux d'il y a 3 mois. Donc, c'est dommage parce que, en fait, si cette formule, même sans changer la formule, mais juste en regardant les barèmes tels qu'ils sont pratiqués à l'instant T, on serait bon. Quand on fait référence à des taux à 1,85, oui, ok, mais c'était il y a 3 mois. Et donc, comme le dit Pierre... Oui, mais il n'y aurait pas cet effet protection. Ouais, mais alors, la protection, alors ça, c'est très bien. On parlait d'une protection au moment du taux d'usure, c'est pour protéger du surendettement. La réalité, c'est que, je pense que tu ne vas pas me contredire, on a des dossiers qui étaient bloqués cet été, avec des gens qui gagnaient 15 000 euros par mois et qui avaient 300 000 euros d'apport. Mais juste qu'ils avaient plus de 45 ans. Oui, et donc c'était le taux d'assurance en fait. Senior, junior, et donc ils étaient bloqués à cause du taux d'assurance. C'est aberrant. Donc la protection, elle est faite sur le critère d'endettement des ménages. C'est le 35%. On ne dépasse pas. On peut en discuter d'ailleurs, mais en tout cas, on ne le dépasse pas. Et c'est 35% des revenus nets qu'on ne dépasse pas. Une fois qu'on répond à ces critères-là, pourquoi bloquer ? Je veux dire, après, empêcher des Français d'emprunter à 2, même 2,5, mais même 3%, quand on a une inflation à plus de 5, qui d'ailleurs devrait être même beaucoup plus élevée s'il n'y a pas le bouclier, c'est complètement un non-sens économique. Donc il faut effectivement réviser cette formule, il faut se pencher dessus, sinon on va... Tous les 3 mois, vous allez entendre, et il n'y a pas que les courtiers, parce qu'il faut balayer cette histoire de courtiers, c'est les courtiers qui se payent. Demandez aux notaires, ils disent la même chose, parce qu'eux, ils ont vu ça arriver un peu plus tard que nous. Bien sûr, mais ils ont plein de ventes qui sont à l'arrêt, des ventes longues et tout, donc c'est un vrai problème. Je rebondis sur le sujet de la protection. Effectivement, il y a 2 niveaux de protection du consommateur. D'abord, l'endettement. Donc ça, c'est les normes du HCSF. Les normes du HCSF. Et avant ça, les pratiques bancaires qui sont globalement très responsables en France, avec un taux de défaut très très faible. Finalement, si on retourne à l'essence de ce qu'est le taux d'usure, c'est la protection
pas tellement contre le surendettement, contre des prêteurs qui feraient des marges disproportionnées. Oui, bien là, sûr. on n'est pas du tout là. On n'est pas du tout sur des marges indues. On est à des banques qui, alors ça dépend des typologies de ressources que les banques ont, mais qui sont plutôt avec des marges très faibles, voire négatives. Donc cette formule censée protéger de marges indues, elle est absurde en fait en ce moment. Mais alors, ça veut dire quoi peut-être toujours vous, Pierre Chapon, pour bien comprendre. Donc on est dans un contexte d'inflation effectivement à 5 voire 6 projections d'ici la fin de l'année. En France, on est donc à un OAT 10 ans qui, donc sur lequel est pas indexé, mais en tout cas qui est en corrélation avec les taux de crédit immobilier. Donc l'OAT à 10 ans français qui est donc à 2,4 et encore à 2,7 la semaine dernière. On parle même de crack obligataire dans des émissions un peu plus tournées sur les marchés financiers. Ça veut dire qu'en fait, le taux, si jamais il n'y avait pas de taux d'usure, il irait jusqu'où aujourd'hui ? Le taux d'un crédit immobilier, quoi, il serait à 5%. Si on prend la marge d'une OAT à 2,5, la dernière fois qu'on a eu des OAT à 2,5, vous êtes beaucoup trop jeune pour vous en souvenir, mais moi je m'en souviens, on avait des taux à 4,20. Ouais, c'est il y a 10 ans, quoi. Okay. Voilà, c'est il y a 10 ans. Donc en fait, donc là, on revient sur des niveaux d'il y a 10 ans. Donc on devrait être à ça. Donc c'est pour ça que quand Pierre dit, on parle de protéger contre les banques qui en gros se feraient beaucoup d'argent sur le malheureux Français qui emprunte. La réalité, c'est que elles sont plutôt sur un taux d'emprunt sur les marchés financiers plutôt autour de 2,5 même, et elles doivent prêter à 2. Ça marche pas. Enfin, on vous dit, vous prêtez, t'empruntes à 2,5, tu prêtes à 2, tu le fais pas. Et donc vous voyez des banques qui prêtent plus aujourd'hui. Oui, bien sûr. Tous les deux, vous voyez des banques qui ne prêtent pas parce que c'est pas rentable. Celles qui vont sur les marchés financiers, qui sont obligées de se financer sur les marchés financiers, oui. Donc il y a moins d'offres de crédit aujourd'hui. Il y a moins d'offres de crédit, tout à fait. Il y a moins d'offres de crédit aujourd'hui. Ouais. Je reviens sur donc en fait parce que je m'attendais honnêtement à ce qu'on me dise il y a une respiration, ça génial, va mieux, c'est génial, et voilà. Mais c'est pas du tout le cas. Non, c'est mieux. On va pas dire que c'est pas là, mais c'est trop tard. Mais c'est le problème de l'effet retard. C'est pour ça qu'on dit qu'on a 3 semaines. C'est qu'on va passer les dossiers, tous les dossiers qui sont bloqués juillet, août, septembre, ils vont se précipiter. Quelqu'un qui commence là aujourd'hui sur sa visite, qui a trouvé son bien, il va pas rentrer dans ces taux à 2%. Donc voilà. Pierre Chapon, vous l'avez déjà mentionné sur ce plateau. Du coup, la solution, c'est quoi ? C'est les taux révisables ? C'est ce qu'on commence à voir sur certaines banques ou Alors, non, c'est pas la réponse à tout. Déjà, on doit continuer d'entretenir le bon système français qui est le taux fixe. D'accord, c'est quand même une très bonne chose. Oui, on y est attaché, oui, bien sûr. On y est très attaché, il faut continuer de l'avoir. Il y a effectivement actuellement, sans changement des règles du jeu, le taux révisable qui peut permettre à la marge de faire passer certains dossiers. Oui, c'est très rare, mais ça commence à rentrer dans les réflexions. C'est ce qu'on entend. Oui, ça commence à rentrer, mais je pense que c'est pareil chez Meilleur Taux. Si on peut faire du taux fixe, même un petit peu plus cher, on ferait faire du taux fixe. On conseille du taux fixe. Il vaut mieux faire un taux fixe à 2,30 sur 20 ans qui ne va pas bouger qu'un taux variable à 1,80 dont on sait fatalement qu'il va se retrouver, s'il est capé à 2,80 très rapidement. Donc en fait, ça va coûter plus cher à terme. C'est ça qui est complètement aberrant. Donc, et effectivement, les produits variables, il y en a quelques-uns dans quelques caisses régionales, mais on n'est pas du tout sur une généralisation. Mais ça va venir quand même. Je pense que ça va venir. Il y a 10 ans, pour le coup, il y en avait plus. Il y avait plus. Ça avait disparu après 2008. En fait, il y avait une espèce d'effet psychologique après 2008. Et il y avait beaucoup avant. Avant, il y en avait beaucoup. Mais alors que le taux d'usure était plus élevé pour le coup. Beaucoup plus élevé. Donc ça ne permettait pas de contourner. Donc, non, mais là, ça reviendrait pour des raisons différentes. Oui, quand vous empruntez un taux variable à 4,5 ou 5, vous faites aussi un pari de peut-être une baisse. Oui. D'ailleurs, ceux qui ont fait ça, ils ont gagné. Alors, je vous propose de nous positionner peut-être un petit peu du côté des porteurs de projets aussi. Donc, est-ce que vous voyez moins de porteurs de projets du fait de la peur de ne pas avoir son financement ou on en reste sur j'ai envie de dire la décision au moment où en fait on aura échangé avec toutes les banques? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Ouais. Moi, j'ai pas l'impression que la demande elle ralentisse. D'accord. Je pense que encore une fois, l'immobilier, ça, alors c'est un peu, c'est pas tout ce que je veux dire, mais c'est refuge et c'est refuge quand ça va bien, quand ça va bien. Quand ça va pas bien, on se tourne vers l'immobilier. Oui, il y a certainement des Français qui sont plutôt secondo-accédants, donc qui auraient plutôt envie d'acheter peut-être un peu plus grand ou déménager, qui eux se sont certainement arrêtés en entendant toutes ces problématiques de financement, mais ils ont déjà un toit sur la tête, donc c'est pour ça que ça ne va pas entraîner une baisse des prix. C'est notamment votre question derrière. Oui, mais pour qu'il y ait une baisse des prix, il faut qu'il y ait un afflux massif de biens sur le marché. Or, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a juste des Français qui ne bougent plus.
Mais ils vont pas se mettre à vendre tous comme ça pour rien non, derrière. Mais par exemple, en échangeant avec certains professionnels de l'immobilier, on peut entendre que la baisse des prix à Paris peut être liée au fait que le profil de ceux qui achètent des grandes surfaces à Paris achètent moins en ce moment parce que ça passe pas avec le taux d'usure et les taux d'assurance. Paris, c'est un épiphénomène. Enfin, Paris n'est pas la France du tout. Non, bien sûr. Mais ma question est sur Paris repart parce qu'en plus il y a des étrangers qui reviennent parce que l'euro est quand même en baisse. Donc Paris, voilà. En vérité, c'est qu'en région, vous avez tout ce qui est maison qui s'arrache, tout ce qui est bien avec extérieur, et les appartements qui sont plutôt stables et depuis plusieurs mois. Et donc on a plusieurs marchés de l'immobilier et c'est de plus en plus vrai en plus. Et le côté grande ville et Paris. Alors je peux pas parler de Paris, mais c'est un phénomène un peu à part Paris. D'accord. Ouais. Et le primo-accédant, pour le coup, Maëlle parlait des secondos, mais le primo-accédant qui a le choix entre avoir un loyer qui va être indexé sur l'inflation, même s'il est capé à 3,5%, on ne sait pas combien de temps ça durera, ou bien même à un taux à 3%, il fige une mensualité fixe, la question elle est claire, quoi. Il faut aller vers l'achat, et là pour le coup la demande elle est soutenue. Donc pas de baisse de l'immobilier à prévoir en lien avec le taux d'usure. Il peut y avoir d'autres mécanismes, on n'a pas de boule de cristal ici, mais au moins il n'y a pas d'effet taux d'usure, baisse des prix de l'immobilier à envisager. Les prix non, ça peut baisser les volumes, ça peut bloquer des transactions, il y a des deals qui ne se font pas, et même mécaniquement si des deals ne se font pas, ça fige plutôt les prix, parce que pour qu'un marché commence à faire des baisses de prix, il faut qu'il y ait des deals. Et donc c'est plutôt avec des taux qui augmentent, un crédit qui se renchérit, des budgets d'achat qui baissent, mais une fluidité avec des deals qui se font, où là peut-être c'est la fluidité. Les prix peuvent baisser. Là, on va vers un marché moins fluide, donc on va on campe sur les prix cristallisés. Statu quo, on va couper, on reste chez soi, on bouge plus. Bon alors il nous reste une minute pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. On trouve plus d'apports, on remet à demain son projet d'achat, comment on fait pour plus d'apports, oui effectivement. Alors ça peut permettre d'avoir un taux plus bas, donc c'est pas une mauvaise solution. Maintenant tout le monde n'a pas de l'apport caché partout. Remettre son projet, malheureusement, si on n'a pas le choix, on va faire. Acheter plus petit, oui, c'est pas toujours une solution, parce que si on veut la pièce pour celui qui arrive, le bébé qui va naître, oui, bien sûr, il y a des raisons derrière un achat immobilier. Il y a toujours des raisons dans un achat. Donc voilà. Enfin, je pense que, alors après, je veux plaider pour nous tous, avoir un professionnel qui va vous faire gagner du temps, qui va vraiment faire le tour du marché, qui va être capable justement de vous dire que cette banque-là, aujourd'hui, elle ne peut pas prêter parce que de toute façon, elle emprunte elle-même à 2,5, donc ça ne sert à rien d'y aller, qui va vous aider sur l'assurance aussi. C'est vraiment la carte à jouer. Mais alors, je reviens sur cette banque qui ne va pas prêter. Elles sont nombreuses aujourd'hui dans ce cas-là ou Elles sont quelques-unes. C'est pas forcément les plus petites quand même. D'accord. Ouais. Et je reviens sur qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que pour ceux qui ont la possibilité d'acheter, le marché est un peu plus compliqué. On a des vendeurs qui peuvent finalement être un peu fébriles aussi. Est-ce que les offres d'achat que je vais avoir, ça va aller au bout ou pas ? Je pense qu'il y a une opportunité pour des acheteurs bien conseillés qui préparent bien leur dossier, en fait, de se positionner sur des biens, de négocier un petit peu en disant peut-être que les taux augmentent, les prix vont se tasser ou peut-être vont baisser. Ça peut mettre une pression gentille sur les vendeurs et négocier les prix. Nous, on voit des clients qu'on suit dans la durée et qui là, concrétisent avec des petites baisses de prix. Et donc, les plus malins tirent leur épingle du jeu dans un marché comme celui-là aussi. Très rapidement, il vaut mieux acheter aujourd'hui en termes de taux plutôt que dans 2 ans ? Alors dans 2 ans, franchement, on sera où ? On n'en sait rien. Oui, c'est ça. Là, on est à 3 mois. En tout cas, c'est clair que dans 3 acheter aujourd'hui, parce que 2 ans, c'est du court terme. C'est mieux que dans 6 mois, ça c'est sûr. On voit pas comment les taux vont pas baisser. Donc au mieux, ils vont se stabiliser. Exactement. Mais ils vont pas baisser. Et dans l'immobilier, c'est le temps qui fait le gain. Donc, acheter de manière générale, acheter vite plutôt que d'attendre, c'est toujours bien. Merci beaucoup Pierre Chapon, cofondateur de Préto. Merci également Maëlle Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart.